Bonjour, ici Jean-Sébastien Bernatchez. La ministre des Affaires étrangères annonce la mise sur pied d'un programme d'évacuation et d'assistance à l'intention des Canadiens les plus vulnérables qui veulent quitter Haïti en raison de l'insécurité qui y règne. Laurence Martin a suivi l'annonce de Mélanie Joly à Ottawa. Laurence, les Canadiens qui souhaitent quitter le pays vont le faire via la République dominicaine? Voilà, ils vont être invités à se rendre à un endroit sécuritaire en Haïti, d'où ils prendront un hélicoptère vers la République dominicaine et ensuite, une fois en République dominicaine, ils pourront rentrer au Canada avec un vol commercial à leurs frais. Alors, il y a 18 Canadiens qui ont été évacués comme ça aujourd'hui. On commence par les plus vulnérables, par exemple, les Canadiens qui sont pris avec une situation médicale difficile, les familles avec des enfants, puis ensuite les autres Canadiens dans les prochains jours. Pourquoi maintenant? La ministre Mélanie Joly a expliqué que la situation sur le terrain continuait à se dégrader. Elle a parlé de gangs qui ont pris le contrôle de l'aéroport de Port-au-Prince, qui empêchent donc les gens de fuir par leurs propres moyens de façon sécuritaire. On écoute la ministre. La situation de sécurité à Port-au-Prince est très difficile, donc c'est pourquoi on fait l'évacuation présentement par hélicoptère. Je ne peux pas donner de détails sur la nature des opérations parce que je ne veux pas que ces opérations-là soient visées par les gangs. Laurence, Ottawa étudie d'autres options pour aider ceux qui n'ont pas de passeport canadien valide? Oui, parce que la République dominicaine n'accepte que des gens, justement, qui ont un passeport canadien. Donc, pour les résidents permanents, pour les membres de la famille de Canadiens qui ne sont pas, eux, citoyens, Ottawa souhaite également les évacuer. Donc, on est en discussion avec d'autres pays pour voir s'ils peuvent être évacués là-bas, dans ces autres États, en hélicoptère et ensuite venir au Canada. Merci, Laurence. Je vous en prie. Je joins maintenant notre envoyé spécial Jean-François Bélanger qui vient d'arriver à Cap-Haïtien, dans le nord du pays. Jean-François, vous avez rencontré juste avant leur départ des Haïtiens qui ont fui le pays? Oui, il y avait foule ce matin à l'aéroport de Cap-Haïtien. La compagnie aérienne Sunrise Airways a organisé 2 vols spéciaux pour évacuer les gens qui souhaitaient vers Miami, en Floride. 155 personnes qui ont pu monter dans le premier vol qui a décollé en matinée et encore autant en début d'après-midi. Et dans ces avions, on trouvait des Haïtiens qui détiennent aussi un passeport américain. Il y en avait d'autres qui ont pu partir dans le cadre du programme humanitaire américain que beaucoup ici appellent le programme Biden. Donc, on a croisé des gens qui étaient soulagés de partir après avoir attendu des semaines, voire des mois dans un pays coupé du monde, en proie aux multiples violences. Mais ces gens-là partent soulagés, mais aussi vraiment la mort dans l'âme. Je peux vous écouter certaines personnes à qui on a parlé. Chaque jour qui passe, il y a un affrontement entre les policiers, etc. Donc, il va pas tout d'abord. C'est un peu soulagé, mais avec de la tristesse également. J'ai laissé ma famille, j'ai laissé tous mes affaires. La compagnie Sunrise a remis en service aujourd'hui des vols réguliers vers les Cayes, aussi à l'extrémité sud-ouest du pays. Puis il y a une autre compagnie qui a repris des vols réguliers aujourd'hui, réguliers donc vers les îles Turques et Caïques, qui offre une autre porte de sortie pour les gens qui veulent quitter Haïti, à condition bien évidemment de pouvoir arriver jusqu'au Cap Haïtien, ce qui n'est pas facile parce que les routes sont très dangereuses aux mains des gangs armés. Certains tentent la route, mais à leur risque et péril. On estime que plus de 30 000 personnes ont fui Port-au-Prince au cours des dernières semaines et on compte plus de 230 000 déplacés dans le pays, selon l'Office des migrations internationales. Merci, Jean-François. Vous en prie, au revoir. Aux États-Unis, Donald Trump a connu une journée fort occupée sur le plan judiciaire. Une cour d'appel de l'État de New York a réduit considérablement la caution qu'il devra payer à la suite de sa condamnation au civil pour fraude financière. Mais l'ancien président a toutefois échoué à faire reporter son procès pénal en lien avec les paiements faits à l'actrice de film pornographique Stormy Daniels. Précision de Frédéric Arnould. Donald Trump ne pouvait que remercier une cour d'appel de New York qui lui donne un sursis de 10 jours supplémentaires pour fournir la garantie qu'il doit déposer pour éviter une saisie de ses biens à la suite de sa condamnation au civil pour fraude financière. Deuxième bonne nouvelle, la somme de la caution passe de 454 millions de dollars à 175 millions. S'il verse cette caution à temps, le processus de recouvrement sera arrêté et empêchera l'État de New York de saisir ses biens pendant qu'il fait l'appel du jugement. Une somme que Donald Trump s'engage à fournir en garantie d'ici l'échéance. Par contre, l'ex-président a dû encaisser un coup, celui de la date du début de son premier procès pénal. Ce sera le 15 avril à New York. Il concerne l'affaire de paiement de pots de vin pour acheter le silence de Stormy Daniels, une ancienne actrice de film porno avec qui il aurait eu une relation intime. Donald Trump estime que ce procès, qu'il qualifie de fraude, pourrait le rendre davantage populaire au sein de l'électorat américain. Il reste que cela marquerait un événement historique. Il deviendrait alors le premier ex-président américain à subir un procès pénal.
Le procès, qui pourrait durer entre 4 et 6 semaines, exigera la présence de l'ex-président de 3 à 4 jours par semaine, ce qui pourrait handicaper ses activités de campagne pour la présidentielle. Son avocat, Todd Blanche, prévient qu'il se battra pour que le 15 avril ne soit pas la date du début du procès. Bref, la stratégie du camp Trump reste la même, essayer de retarder par tous les moyens les procédures judiciaires entamées contre lui. Ici Frédéric Arnold, Radio-Canada, à Washington. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a remporté les élections et devient ainsi le plus jeune président de l'histoire du pays. Les Sénégalais au Canada ont aussi voté massivement pour lui. D'après les résultats provisoires de l'ambassade sénégalaise, 65% de ses ressortissants inscrits ont participé au vote et plus de 85% d'entre eux ont voté en faveur du gagnant. Alexis Gacon a préparé ce qui suit. Ça, c'est le chandail du gagnant, Diomaye président. Landiata Diémé porte déjà un chandail à l'effigie du nouveau président du Sénégal. Il y a des cases même avec Diomaye. L'épicerie n'a pas fermé l'œil de la nuit pour vivre chaque minute de cette élection historique sur son écran. On ne peut pas mesurer combien de fois nous sommes émus, parce que pour nous, c'est une libération. Depuis des années, avec sa femme Goma, il essaye de convaincre chaque client de la diaspora qui franchit la porte de son magasin de voter pour le PASTEF, le parti du nouveau président. Ça peut parler pendant des heures et des heures. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, chez le candidat qui vient d'être élu? C'est le candidat de la rupture. Les gens en ont marre de l'ancien système, corruption, injustice. Bassirou Diomaye Faye veut mieux répartir les richesses et s'engage à renégocier les contrats gaziers et pétroliers que le pays a conclus avec des entreprises étrangères. Moi aussi ici, toute ma famille a voté. C'est pour ces raisons que le chef du restaurant montréalais Diolo, Edmond Benoît Saïdio, a voté pour lui. Pour fêter la victoire, il écoute une chanson de Youssou N'Dour qui encourage les Sénégalais d'ailleurs à revenir au pays. Il voit dans la victoire du nouveau président celle de la jeunesse du Sénégal. Alors moi, je souhaite juste que tout redevienne dans les normes du pays, qu'on puisse avoir la prospérité, la tranquillité, qu'il n'y ait pas trop de fuite de cerveau. Le peuple a choisi. Ici Alexis Gacon, Radio-Canada, Montréal. Le nouveau régime d'assurance dentaire au Canada qui commencera à couvrir ses premiers rendez-vous à compter du mois de mai suscite à la fois de l'engouement et de la confusion. Plus d'1 million de Canadiens se sont inscrits au programme, mais des questions demeurent, notamment au sujet de la part des factures qui devra être assumée par les patients. Valérie Gamache a préparé ce reportage. Il y a 75% de moins. Depuis qu'Ottawa a annoncé son programme d'assurance dentaire, la salle d'attente de la denturologiste Lynn Gaudreau est bien plus souvent qu'autrement vide. Les gens reportent tous leurs rendez-vous, évidemment. À l'inverse, elle s'attend à crouler sous la demande à partir du mois de mai, soit au moment où les frais seront remboursés. Les besoins sont grands, dit le président de l'Ordre des denturologistes, Raymond Lagacé. Au Québec, c'est la province la plus édentaire de grandeur du Canada. Fait qu'il y a un besoin réel dans la prothèse. Bonjour, je vais vous parler des soins dentaires. Le député néo-démocrate Alexandre Boulris a entrepris la tournée des résidences pour personnes âgées de sa circonscription pour s'assurer de faire connaître le programme. On va parler justement des prothèses. Et il y a visiblement de l'appétit. Moi, ça fait au moins 4-5 ans que je la porte plus, celle du bas. Maintenant, elle est trop grande. Alors, je la porte plus. Jules Plourde a 82 ans. Il est déjà inscrit. Parce que faire des prothèses, c'est au minimum, c'est 3 000. Et ça, on les a pas tous, les sous. Mais il devra piger quand même dans son bas de laine. Les honoraires remboursés par le gouvernement sont souvent beaucoup moins élevés que la grille tarifaire des denturologistes. Et Ottawa leur permet de charger la différence aux patients. Par exemple, pour une prothèse complète supérieure, ils vont allouer 1 226 $. J'ai fouillé dans mes filières pour voir, ça correspond à il y a plus de 10 ans. Le ministre Jean-Yves Duclos reconnaît que bien des détails restent à attacher. Il y a des questions naturelles que les fournisseurs se posent. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Ottawa. Voilà, c'était le Radio Journal. Pour d'autres nouvelles, consultez l'application Info de Radio-Canada. Radio Journal du lundi